Bonjour tout le monde. Bonjour. Pendant qu'on attendait de commencer, on voit dans la zone de chat où sont les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui sont avec nous. Donc, du Québec, de Madagascar, de Gaspé, du Burkina Faso, du Sénégal, et ça continue comme ça. De Calgary, je vois Véronique Busier qui vient de paraître à l'écran. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Je m'appelle Hélène Raymond. C'est avec un grand plaisir que j'anime ce panel du 10 mars 2026. Nombre record d'inscriptions pour une thématique rassembleuse à l'aube de l'Année internationale des agricultrices et au lendemain du 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes. Dans un quotidien du Québec, en fin de semaine, on soulignait le fait que nulle part dans le monde, les femmes ont atteint l'égalité. L'ONU soulignait le fait que les femmes et les filles ne disposent que de 64 des droits légaux dont jouissent les hommes. 44 des pays sont dépourvus de lois garantissant un salaire égal pour un travail de valeur égale. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire ici à UPA Développement International pour souligner ce 8 mars 2026? On a voulu mettre l'accent sur ce qu'on appelle la charge mentale, le travail invisible ou le travail de soins non rémunéré, comme on appelle ça en Afrique de l'Ouest. C'est un concept qui est difficile à cerner parce qu'on a quelquefois tendance à voir dans cette reconnaissance un déni de la passion et de l'engagement consacré à la famille. Or, on va voir tout au long de cette heure qu'il n'en est rien. Il ne s'agit pas de monnayer l'amour, mais de reconnaître que ces heures consacrées à la famille, aux travaux de la ferme, au soutien à l'entreprise agricole qui ne sont pas reconnues, eh bien que tout ça peut léser les femmes, et ce sur plusieurs plans, la sécurité au travail, la santé, les finances personnelles. Les trois femmes qui vont intervenir sont sensibles à la question. Elles ont posé des gestes au sein de leur organisation pour reconnaître ce travail et faciliter l'avancement de la cause des femmes. Je vais vous les présenter une à une tout à l'heure. Pour l'instant, Hugo Bourgard-Langelier, qui est directeur général du PA Développement International, qui va ouvrir son micro, ce qui va me permettre, et sa caméra, ce qui va me permettre de dire qu'on aura aussi avec nous à la toute fin Véronique Busier, la présidente des agricultrices du Québec. Alors, Hugo, s'il te plaît. Merci Hélène. Bonjour à toutes les participantes en premier et participants qui sont avec nous aujourd'hui pour souligner la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu en fait il y a 2 jours. Également, bonjour puis merci beaucoup à la participation d'Hélène Raymond et nos panélistes pour votre présence aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir renouvelé que de vous retrouver dans le cadre de ces panels UPA Développement International. Vous savez, j'ai fait mes cours de biologie plus jeune. Je n'ai jamais été vraiment très bon dans ces cours-là, mais ce que je me souviens, c'est que l'œil voit grâce à la lumière et c'est ce qui envoie les signaux à notre cerveau, mais l'obscurité rend ce qui est devant lui invisible. En agriculture, la lumière, elle brille abondamment sur les hommes pendant que la plupart des femmes s'activent, elles, dans l'obscurité, rendant évidemment leur travail invisible. Si les yeux ne peuvent voir leur contribution, les chiffres, eux, permettent certainement à notre cerveau de comprendre ces inégalités qui sont persistantes entre les hommes et les femmes. Parmi les données les plus éblouissantes de désolation, je dirais qu'il y en a deux qui ont marqué mon attention, 24 et 82 24 c'est l'écart de productivité des terres qui sont gérées par des hommes par rapport à celles qui le sont par des femmes. Et le 82 c'est la proportion de ce que gagnent les femmes qui occupent un emploi salarié dans l'agriculture par rapport aux hommes. Donc, en cette année internationale des agricultrices, UPA Développement International braquera, lui, ses projecteurs sur toutes ces femmes qui nous nourrissent. Pour vivre dignement des fruits de leur travail, elles doivent d'abord être traitées équitablement. Donc, sans plus tarder, comme je suis un peu l'intrus dans ce panel en tant que seul homme, je vais laisser toute la lumière à notre panel entièrement féminin. Elle représente des modèles visibles d'accomplissement et de détermination pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui soutiennent les principes d'égalité. Donc, merci encore de votre présence et à toi, Hélène, pour la suite. Merci beaucoup, Hugo, et merci d'être complice de cette démarche. Permettez-moi de saluer particulièrement la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales et urbaines du Tchad, qui est avec nous aujourd'hui, Burkina Faso encore une fois, et plusieurs régions du Québec. Là, on se pointe d'un peu partout. Alors nous, on a une question pour vous. Brigitte va la mettre à l'écran. On voudrait qu'en deux ou trois mots, et je vais vous donner 30 secondes, qu'en deux ou trois mots, vous décriviez
dans votre quotidien, quel travail invisible accompli par les femmes est le plus souvent tenu pour acquis, sans reconnaissance ni rémunération? Et là, vous allez dans la zone de clavardage en bas, donc qui est le chat, et vous écrivez seulement en 2 ou 3 mots. Vous ne commentez pas, s'il vous plaît. On a Marion Provencher-Langlois qui va regrouper tout ça et qui va nous faire part des résultats à la fin du panel. Donc, en quelques mots, dans votre quotidien, quel travail invisible accompli par des femmes est le plus souvent tenu pour acquis, sans reconnaissance ni rémunération? Quelques secondes encore. Madame Sena Boussard est notre première invitée. Elle est spécialiste de programme à ONU Femmes au Sénégal. Elle est à Dakar. Elle est spécialisée en genre et développement. Actuellement, Senabou coordonne 2 programmes phares, soit le programme 3R, axé sur la reconnaissance, la réduction et la redistribution du travail de soins non rémunérés des femmes agricultrices dans un contexte de changement climatique. Et ça aussi, on va y venir en cours d'entrevue, ainsi que le programme d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable dédié à l'autonomisation économique des femmes dans les filières agricoles résilientes. Senabou, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour, Est-ce qu'on peut chers expliquer, participants. oui, Oui. est-ce qu'on peut expliquer les raisons qui ont poussé votre organisation à produire ce rapport, reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soins non rémunéré? Oui, bonjour, chers participants et participantes. Merci beaucoup à IPA, Développement International, d'avoir bien voulu associer ONU Femmes à ce panel très important pour nous. Je dirais que on a voulu quand même faire ce rapport pour une chose, rendre visible ce qui était invisible, rendre visible ce qui était invisible. Parce que quand on parle d'autonomisation économique des femmes, on parle souvent d'emploi, d'entrepreneuriat, on parle d'accès au financement, mais il existe quand même un obstacle majeur dont on ne parle pas très souvent. C'est le travail de soins non rémunérés. D'autres l'appellent cette charge mentale, travail domestique, mais ça reste un travail non reconnu, non comptabilisé, non valorisé. Nous savons qu'en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est les femmes qui portent cette responsabilité principale. S'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, préparer le repas, aller chercher du bois de chauffe, hein, soutenir les activités agricoles. Ce travail est indispensable au bon fonctionnement des familles et de l'économie. Mais si c'est un travail qui n'est pas du tout visible et qui n'est pas du tout reconnu. Dès le début de notre intervention, ONU Femmes avait mené une enquête sur l'emploi du temps au Sénégal. Qu'est-ce que les hommes et les femmes font en termes de travail domestique au quotidien? Et les résultats de cette étude ont montré que en milieu urbain, les femmes font plus de 4 heures de temps au niveau de ce travail domestique, alors que pour les hommes, c'est moins de 30 minutes. Et quand tu pars en milieu rural, l'écart se creuse encore, parce que là-bas, c'est plus de 12 heures de temps de travail domestique pour les femmes. Donc, ONU Femmes a jugé nécessaire de produire quand même ce rapport pour pouvoir montrer que cette approche qui s'inscrit dans le cadre d'un agenda international et qui concerne plusieurs pays, parce que ce n'est pas seulement le Sénégal, mais il y a d'autres pays qui sont impliqués et qui visent quand même à documenter cette réalité, à quantifier la charge qui pèse sur les femmes, mais surtout aussi à proposer des solutions politiques pour reconnaître, réduire et redistribuer ce travail de soins non rémunéré. Merci. Alors, on verra où est-ce que vous en êtes pour les représentations politiques un petit peu plus tard, c'est Nabou, mais
est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte le fait que pour les femmes, c'est une augmentation graduelle des tâches tout au long de leur vie, c'est-à-dire que une fois dans la maternité, le soin aux enfants, le soutien à l'entreprise agricole et même en vieillissant, les femmes ont la charge des petits de la famille avant d'avoir la charge des aînés de la famille. C'est une tâche qui s'étend, ce sont des tâches, ce travail de soins qui s'étale tout au long d'une existence humaine. Exactement, exactement. C'est un travail, on peut dire que c'est de la naissance jusqu'à la vieillesse. Ce sont les femmes qui continuent toujours d'assumer cette part proportionnée, disproportionnée du travail de soins. Que ce soit les soins directs, ça veut dire les soins que les femmes accordent aux membres de leur famille, s'occuper d'un enfant, assister une personne en situation d'handicap, s'occuper d'une vieille personne. Oui. Tout ce qui est soins directs, ce sont des tâches qui sont naturellement réservées aux femmes. Les soins indirects également, tout ce qui est gestion du foyer, gestion même des activités communautaires, s'occuper de l'agriculture de survie. Parce que ce sont les femmes qui nourrissent les familles. Tout ça, ce sont des responsabilités que les normes, nos coutumes, nos traditions donnent naturellement à la femme. Et ce qui est important également de préciser, c'est que cette charge domestique empêche les femmes de faire d'autres activités où elles peuvent tirer des revenus. Ça les empêche également d'aller se faire former, hein, d'avoir une formation de qualité. Tout ça parce que cette charge de travail leur prend énormément de temps, qui fait que même les chiffres avancés par les études nous disent qu'il y a près de 47% des femmes qui sont exclues de la force active à cause de cette charge de travail de soins non rémunérés. Donc, on pourrait dire que ça aggrave la situation de pauvreté de plusieurs femmes. Exactement, exactement. Ça aggrave même leur pauvreté. Parce que quand tu n'as pas le temps d'aller faire des activités génératrices de revenus, ça va encore t'engouffrer dans la pauvreté. Donc, un poids sur la santé économique, un poids sur la santé tout court. En quoi consiste le programme que vous avez mis en place au Sénégal? Oui, le programme que nous avons mis en place, ça s'appelle le programme TOIR, approche transformatrice pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soins non rémunérés. Ça consiste juste à supprimer toutes les barrières structurelles qui freinent la pleine participation des femmes à l'économie. En faisant quoi? Le premier R, c'est tout ce qui est reconnaissance. Parce qu'on s'est dit que si nous voulons quand même aller quand même à bout de ce problème, il faut qu'on arrive à ce que nos politiques, à ce que nos gouvernements reconnaissent ce travail. Et les premières études qui ont été menées en rapport avec l'Agence nationale de la statistique ont montré que si ce travail de soins non rémunérés était comptabilisé au niveau du PIB, ça équivaudrait à 13,9% de PIB pour le Sénégal. Donc, vous voyez. Donc, le premier R, c'est d'amener l'État, d'amener le gouvernement à prendre en compte la question du travail de soins non rémunérés au niveau de leur budget, au niveau de leur politique. Le deuxième R, c'est tout ce qui est réduction. Parce qu'il faut qu'on arrive également à soulager les femmes en faisant quoi? En faisant des infrastructures. Par exemple, si je prends le cas des crèches communautaires, aujourd'hui au Sénégal, en milieu rural, rares sont les villages qui disposent d'un espace où les femmes peuvent laisser leurs enfants en sécurité. Il n'y a que ceux qui habitent en ville qui peuvent se permettre ce luxe-là. Donc, imaginez pour Mm. une femme qui doit faire des activités économiques, elle est tout le temps obligée de porter l'enfant à son dos et de s'occuper en même temps de ses activités, que ce soit au champ, que ce soit au niveau des périmètres maraîchers, au niveau des activités commerciales, au marché, la femme, vous les voyez toujours porter leur enfant sur le dos. Parce qu'il Oui. n'y a pas cette alternative qui leur permet d'aller garder leurs enfants quelque part et d'aller d'occuper à leur activité mais économique. Donc, ce sont ces types d'infrastructures.
ce type de mécanisme que nous voudrons que les États prennent en charge pour permettre aux femmes d'avoir une alternative pour la garde des enfants. Le troisième R, qui est tout ce qui est redistribution. Parce que c'est un poids difficile pour les femmes, parce qu'il n'y a pas la participation des hommes. Dans presque tous nos foyers, pendant que l'homme est en train de regarder la télé, s'asseoir comme ça au salon, c'est la femme qui se tape de tout le travail domestique. Alors que s'il y avait quand même cette redistribution des rôles au niveau du foyer, ça allait permettre quand même de soulager un peu les femmes. Et même également envisager même au sein de l'État quel mécanisme, quelle politique mettre en place pour que des structures au niveau communautaire puissent également permettre quand même cette redistribution du travail de soins non rémunérés. Donc, c'est Là, bon, ça on s'arrête en... ici. Oui, oui. Voilà, on s'arrête ici pour l'instant. On va faire un tour au Bénin avec Dorcas Juanita Akwete et on va revenir à la toute fin et j'espère qu'on aura le temps de parler du fait que tout ça s'inscrit dans un contexte de lutte au changement climatique. Alors, Dorcas Juanita, maintenant, merci Sénabou. À tout de suite. Dorcas Juanita Akwete, il y a plusieurs personnes qui vont vous retrouver avec grand plaisir. Vous étiez ici au Québec en décembre pour le stage Viens marcher ma terre. Vous êtes secrétaire générale adjointe du conseil d'administration du Conseil des jeunes agriculteurs, responsable adjointe de la promotion des activités économiques au sein du CA, de la Fédération nationale des femmes agricultrices du Bénin, membre de l'Association des éleveurs de porc. Vous militez au plan communal dans la coopérative des éleveurs de porc et des aviculteurs, fondatrice et directrice de l'entreprise Terres d'Amazon, qui offre des produits du porc, du lapin, du maraîchage et des céréales. Vous travaillez avec votre conjoint et une équipe de jeunes permanents, dont 5 personnes, dont 2 jeunes femmes. On imagine votre horaire très, très rempli. Permettez-moi juste une petite pause, Dorcas, pour dire aux gens qu'on a accumulé suffisamment de réponses pour ce qui est des tâches qu'assument les femmes. Utilisez le chat maintenant si vous avez des questions à poser à nos invités pour une session de discussion commune à la toute fin. Alors, Dorcas Juanita Akwete, bonjour officiellement. Merci d'être là. Bonjour, bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici. C'est un honneur pour moi d'être présente pour ce panel. Et alors là, il faudrait replacer votre caméra parce que vous avez la tête sur le côté. Voilà, parfait. On vous garde comme ça. On vous garde à la verticale. Qu'est-ce que pour vous, vous venez d'entendre Sénabou Sarr du Dakar, est-ce que ça résonne à vos oreilles? Est-ce que c'est aussi votre expérience, votre vie à vous? Oui, le travail invisible des femmes, c'est le quotidien de nos femmes ici au Bénin et je crois que partout dans le monde, c'est ce travail que personne ne voit et pourtant c'est le quotidien. Je ne sais pas qui l'a instauré comme ça dans les temps anciens pour dire que c'est à la femme de faire le ménage, de faire ci et ça, et c'est l'homme va simplement vaquer à ses occupations. Mais pour dire vrai, on observe dans notre pays, le Bénin, que ce travail est la clé, c'est un levier clé pour l'économie, bien que c'est informel. Si on devait valoriser le travail des femmes, le travail invisible des femmes, cela contribuerait énormément au PIB. Et malheureusement, ce n'est pas encore reconnu et rien n'est encore fait sur ce plan. Et on espère que ce sera pris en compte. Tout à l'heure, je trouve que ONU Femmes est en train de faire un travail très important en ce qui concerne la reconnaissance, la redistribution et surtout la réduction. Quand je pense par exemple aux crèches qui doivent être mises en place dans les milieux ruraux pour permettre aux femmes agricultrices, par exemple, de pouvoir confier leurs enfants, déposer leurs enfants en un endroit sûr pour pouvoir vaquer à leurs occupations, franchement, c'est très louable.
car les femmes sont obligées de porter les enfants, aller au champ, porter ces mêmes enfants, partir, aller chercher les fagots de bois, revenir à la maison, faire la cuisine et avoir toujours ces enfants à côté qui souvent sont capricieux pour, et ne laissent pas les mamans travailler. Donc, imaginez un peu comment c'est complaisant. Et quand tu ne t'occupes pas bien de ces enfants, il y a le regard des autres, de la population, de la société, qui te juge indirectement sans prendre en compte le sacrifice que tu es en train de faire. Donc, c'est énorme ce travail. Quand je pense au travail invisible, je ne regarde même pas tout ce que nous faisons, nous, en tant que femmes, que ce soit le ménage, les petits travaux pour accompagner la gestion à la maison, accompagner les hommes dans leurs activités agricoles et enfin, avant de revenir faire notre propre travail, je ne regarde pas tout cet aspect, mais je regarde plutôt le jugement qu'on porte sur la femme quand elle essaie de faire simplement ce qui va l'émanciper, la rendre autonome et qu'elle euh, essaie de prendre cela plus au sérieux, on trouve qu'elle minimise son rôle de femme au foyer. Mais ce rôle de femme au foyer n'est pas rémunéré, n'est même pas encouragé. C'est comme si c'est quelque chose de normal qu'on doit faire et Oui. qu'on n'a même pas besoin de dire, bon, euh, quand tu vas parler de rémunération, on va dire, pourquoi on va te payer pour ce que tu es censé faire? Ce censé D'accord. faire-là, je trouve On que considère que c'est... c'est normal. Donc, Dorcas, Joanita, c'est comme ça que vous avez grandi. Alors, comment les jeunes femmes dont vous êtes peuvent-elles prendre ce nouveau rôle à bras-le-corps par rapport à leur mère, par rapport à leur grand-mère? Vous êtes entouré de jeunes femmes là, au Conseil des jeunes agriculteurs, dans votre Oui. entreprise. Donc, c'est ensemble qu'il faut militer pour y arriver? Oui, c'est ensemble qu'il faut militer. Déjà, ça commence avec les enfants. Il faut déjà inculquer aux enfants dès le bas âge que le travail de maison, le ménage, les petites tâches qu'on confère à la femme, à la petite fille, les garçons peuvent le faire. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Chez moi, il n'y avait pas une différence entre garçons et filles. On faisait tous des travaux domestiques, on préparait, ce qui fait que aujourd'hui, je l'inculque également à mes enfants pour que demain, ils ne deviennent pas, ils ne chargent pas leur femme également, qu'ils puissent comprendre que la femme a OK. son travail à faire et que quand on revient à la maison, on dispatche les tâches de telle sorte que tout le monde puisse avoir au moins 50% des tâches ménagères à faire et ensemble, on est plus relax, on est moins fatigué, la femme est moins fatiguée, elle est plus souriante, plus joviale, elle a le temps de bavarder avec son conjoint et de s'amuser avec les enfants parce qu'à un certain moment, quand les tâches sont énormes, on finit par oublier ces petits échanges, à ne pas discuter avec les enfants. Et ça, c'est très important. Et en ce Est-ce qui qu'on peut, concerne la... Dorcas, Joanita, est-ce que c'est possible de rouvrir votre caméra, s'il vous plaît? On ne vous voit Oui, plus ici. On a une très bonne photo de vous dans une ferme au Québec, d'après ce que je peux deviner. Euh, oui, il manque une tête de mouton. Je pense que vous étiez chez un éleveur ovin. oui, chez Ah, voilà. Bon, Alexandre. bienvenue. Ça va mieux comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur le côté encore. Voilà, comme ça. Euh, le temps file. Qu'est-ce que vous avez observé quand vous êtes venu au Québec? Que ça se Alors, ressemble? C'est particulièrement, moi, très différent. j'ai été très inspirée par les femmes québécoises, les femmes agricultrices québécoises, par l'organisation au sein de la Fédération des femmes agricultrices et surtout par leur engagement et leur dévouement. Vous sentez qu'elles sont très impliquées, qu'elles pensent à elles et elles sont soucieuses du bien-être des femmes. Et les questions qu'elles développent, sur lesquelles elles développent au sein, que ce soit par rapport au travail, à la femme même et tout ce qui concerne la femme pour qu'elle puisse être épanouie aussi bien dans son foyer, mais également dans son travail. Moi, ça m'a beaucoup intéressée.
Et le rôle de la femme agricultrice québécoise est un peu plus... Quand je regarde la femme agricultrice québécoise, je me dis, nous finirons par arriver à ce niveau en ce qui concerne la façon dont nous défendons nos femmes agricultrices, parce que nous pensons plus déjà à l'économie, le foncier, le financement, avoir une terre, mais on ne pense pas à ce volet, le travail de la femme. Foyer, comment gérer le foyer, combiner foyer et nos activités économiques génératrices de revenus. On ne pense pas encore à ce niveau et c'est sur ça que je pense que nous allons beaucoup travailler. Et moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu à échanger avec beaucoup de femmes agricultrices et quand je regarde également la façon dont elles sont solidaires, moi, ça m'a beaucoup intéressée. Ah, c'est Et je crois touchant ce que, message. Écoutez, il nous voilà. reste à peu près une minute ensemble avant d'aller faire un tour du côté des agricultrices du Québec avec Jessica. Mais ce que je veux avoir de vous avant de quitter, c'est l'explication du nom de votre entreprise parce que j'ai fouillé un peu. Donc, ça s'appelle Terre d'Amazon. Je pense que c'est inspirant. Donc, qui étaient les Amazones du Dahomey? Alors, les Amazones du Dahomey, c'est un corps militaire qui était créé par Tassirangwe. C'était la sœur jumelle du roi Akaba. Et elle a régné entre 1708 à 1711 après le décès de son frère. Et c'était elle qui a mis sur pied ce corps des femmes amazones. C'était des femmes combattantes sans peur et qui ont un courage extrême, qui sont très disciplinés et qui vouent une loyauté à la couronne. Donc, ces femmes ont été, après le règne de Tassirangbe, elles ont combattu aux côtés du roi Gézo jusqu'à Béanzin avant que ce corps ne s'éteigne. Je garde de ces femmes-là le courage et d'aller de l'avant. Et moi, je me détermine comme une femme qui n'a pas envie de rester derrière, rester en marge. J'ai envie d'impacter ma communauté. Et là où la femme s'implante, c'est un endroit qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu ces femmes marcher. Moi, une citadine qui n'a même pas l'habitude d'aller chercher du bois. Je vois des femmes qui parcourent des kilomètres pour aller prendre de l'eau, du charbon, qui font toutes ces tâches et qui vont travailler dans les champs avant de revenir travailler pour elles-mêmes. Ah Je oui. me suis dit, j'ai pas envie de travailler comme ça. Je veux quand même qu'elles puissent voir en moi une personne qui peut les aider à aller de l'avant. En créant Terre d'Amazon, je me suis dit, je veux créer un monde où ce n'est pas simplement la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la protection de la terre, mais quand je pense à nourrir le monde, je pense à toutes ces femmes qui travaillent et je veux travailler avec toutes ces femmes. Je veux que beaucoup d'autres jeunes femmes puissent, pionnières, puissent sortir de Terre d'Amazon. Donc, récemment, j'ai lancé la formalisation d'un centre de formation pour un centre de formation agricole. Et là, c'est former des femmes, former des jeunes pour une autre façon de recréer de D'autres la façons de richesse. penser. Ouais. Voilà. Merci, Dorcas. Juanita, il faut rester là, hein. On va revenir tout à l'heure. Et là, c'est Jessica Élie Léonard qui va ouvrir et son micro et sa caméra. Merci pour ce message, Merci. Dorcas. Juanita, Merci c'est très beaucoup. inspirant. C'est vraiment ce qu'on écrit, là, ce qu'on vous écrit dans la zone de chat. Alors, continuez avec vos messages, avec vos questions. Jessica Élie Léonard est agente à la vie syndicale en charge de la mobilisation et du soutien régional aux agricultrices du Québec. Jessica, on ne vous voit pas. Elle accompagne les femmes dans leur démarche de mobilisation, de concertation et d'action collective. C'est un engagement soutenu à l'intersection de la recherche agricole, du milieu communautaire et du mouvement syndical. Donc, commençons par ce sondage que les agricultrices du Québec ont commandé. Ça portait sur quoi exactement? Puis je pense que vous trouvez des liens
avec ce que vous venez d'entendre. Oui, absolument. Donc, merci pour l'invitation, tout le monde. Donc, le sondage a été commandé par des agricultrices du Québec considérant la charge mentale. Donc, puis du travail invisible, comme Senyabou et Darka Janita ont si bien expliqué. Donc, quoique il y a certaines différences. Donc, nos membres agricultrices du Québec éprouvent aussi de nombreux enjeux, dont la charge mentale et le travail invisible. Donc, c'est un dossier dont on parle beaucoup aujourd'hui aux agricultrices du Québec, et tous ces éléments ont été un peu les éléments déclencheurs dans la décision de commander ce sondage. Donc, évidemment, le travail invisible, c'est un concept que je vais pas répéter ce que mes collègues ont dit, mais c'est un concept qui est beaucoup revenu durant la COVID, entre autres. On parlait souvent de travailleurs et travailleuses invisibles, mais c'est un concept qui date pas de hier. Je veux dire, on en parlait déjà dans les années 90, puis en 1975, mais l'ONU a officiellement reconnu le terme. On a beaucoup parlé de reconnaissance, donc il est reconnu, mais il y a encore du travail à faire. Donc, voilà, ça a été un peu les prémices dans la commande de ce sondage. Puis peut-être juste, je termine avec une petite statistique importante. Selon le Conseil du statut de la femme, on sait qu'au Québec, les femmes consacrent 48% de plus de temps que les hommes aux tâches domestiques chaque jour. Donc, il y a quand même du travail à faire. Donc, c'est un peu les principales raisons pour ce sondage. Oui, et ça arrive en deuxième, je pense. Ça arrive au premier plan pour les 18-34 ans, mais les femmes les plus jeunes identifient le difficile équilibre entre les tâches domestiques et professionnelles, la conciliation, ce qu'on appelle la conciliation travail-famille, donc entre la vie professionnelle et personnelle. Il faut savoir aussi que plusieurs de ces femmes occupent un emploi à l'extérieur, donc ça fait beaucoup. Ça fait la famille, ça fait l'emploi à l'extérieur, ça fait tout le travail au sein de l'entreprise agricole. Et ça, pour les jeunes femmes, c'est majeur. C'est ce qui est identifié en premier comme étant la Oui, priorité. oui, en fait, lorsqu'on a regardé les résultats plus en détail, vraiment le top 5, permettez-moi l'expression anglophone, on a vu que les principales sources de stress identifiées en lien avec ce que tu viens juste d'évoquer, Hélène, étaient la gestion des tâches multiples, la pression pour la productivité, les problèmes financiers, la responsabilité familiale et les conditions climatiques. Donc, c'est vraiment les enjeux principaux. Puis aussi, ce qui nous a vraiment marqué, on savait déjà qu'il y avait une charge mentale élevée auprès de nos membres. Par contre, ça nous a étonné quand on a vu que près de 90% des répondants disent ressentir une charge mentale élevée, et cette proportion est encore plus élevée avec celles qui ont des enfants à la maison. Donc, on parle d'environ 95%. Donc, c'est quand même assez parlant comme résultat. Donc, ça nous a surpris. Mais puis aussi l'autre défi, si je peux continuer, puis on a parlé de changement climatique, peut-être qu'on aura la chance d'en parler un petit peu plus plus tard. Oui. Mais nous, c'est aussi une grosse charge de stress. Ça rajoute à la charge mentale. Donc ici, on parle 88% des répondantes qui ont un stress par rapport à cet enjeu. Comme partout dans le monde, on n'a pas de contrôle. Les conditions météorologiques, ça génère beaucoup d'incertitudes, parfois beaucoup de pertes, plus de planification, ça engendre des coûts qu'on doit considérer, qu'on ne considérait pas par le passé. Et c'est ça, dans un contexte de changement climatique, bien évidemment, tout est exacerbé. Puis ici, au Québec, l'année passée, on a eu une grande sécheresse. L'année précédente, c'était des pluies diluviennes. Donc, on vit dans une époque Exact. Donc, on s'adapte. Donc, tous ces éléments qui sont ressortis dans le résultat, notamment. Oui. Ça ajoute à la pression. On lit souvent que le travail agricole renforce les rôles de genre et ne fait pas de distinction entre le travail professionnel et le travail domestique. Est-ce que les agricultrices du Québec ont témoigné de cette réalité? Pour répondre au premier élément, en ce qui concerne le renforcement des rôles de genre, j'ai envie de dire oui. Historiquement, le secteur agricole a été et reste un milieu plus traditionnel. Même ici au Québec, je veux dire, c'est l'homme qui réalise le travail physique, tandis que c'est la femme qui s'occupe souvent de la comptabilité. Pas toujours, mais très souvent, c'est ce qu'on observe. Et au Québec, comme ailleurs dans le monde, pendant très longtemps, les terres agricoles, les entreprises familiales passaient de père en fils et non aux filles. Donc, de facto, ça a contribué à maintenir une forte présence plus masculine en ce qui concerne les propriétaires et les gestionnaires. Pas chez nous, car on travaille avec les agricultrices, donc souvent elles sont propriétaires ou copropriétaires ou salariées sur les fermes. Mais c'est sûr et certain que c'est un milieu plus masculin, quoique ça va en changeant. Il y a une plus grande reconnaissance et accessibilité pour les femmes en agriculture. Et en ce qui concerne la non-distinction entre le travail professionnel et le travail domestique,
comme ailleurs, nous, nos agricultrices, ben leur travail, c'est leur maison et leur maison, c'est leur travail. Donc, Oui. c'est plus difficile de tracer cette ligne entre les vaches, les vacances, elles ne savent pas c'est quoi. Donc, Non. c'est sûr que le bouton off, il est pas facilement pesable, si on veut. Donc, ça contribue à un certain stress et on est toujours en mode action. Puis Oui, aussi, on est toujours sur sur le qui-vive, tiens, plus que sur exactement. la défensive. Est-ce que dans cette situation, les femmes, comme ce n'est pas reconnu, qu'elles ne sont pas toujours inscrites comme employées, comme travailleuses, est-ce que ça les met à risque de ne pas avoir accès aux formations quant à l'utilisation des pesticides, par exemple? Est-ce que ça les met plus à risque pour les accidents du travail? Est-ce que cette situation, puis là, c'est pour le Québec, mais ça pourrait être partout. Est-ce que cette situation fait en sorte qu'elles n'ont pas droit à la même formation, à la même rigueur sur le plan de la formation? Mais c'est sûr et certain que c'est compliqué dans la mesure où au Québec, on a la chance d'avoir un filet social assez quand même qui est très bien. Par contre, une femme qui n'est pas salariée sur sa ferme ne contribue pas nécessairement à ses avantages sociaux. Elle peut si elle décide de le faire, mais c'est pas par faute de volonté, c'est souvent par un volonté de contexte qu'on n'y pense pas. Donc, si en cas d'un accident, etc., et la personne en question n'est pas salariée, mais elle fait énormément de travail invisible, comme on en a mentionné en amont, c'est sûr et certain qu'elle n'a pas accès aux bénéfices qu'une femme salariée dans un bureau corporatif pourrait avoir. Donc oui, elle est plus vulnérable face à certains éléments, dont les pesticides, le retrait préventif, lorsqu'elle est durant les grossesses. Donc oui, il y a quand même une certaine inégalité en ce qui concerne les bénéfices et les avantages sociaux. Alors, avant d'aller retrouver Sénabou Sarr et Dorcas Joanita Akwete, vous avez ces résultats entre les mains. Qu'est-ce que vous allez en faire? Écoutez, on continue à chiffrer. On travaille beaucoup sur le travail invisible ces jours-ci. On a d'ailleurs lancé un outil de calcul sur notre site web pour vraiment mesurer tout le travail qu'une femme fait. Donc, l'objectif, c'est de créer un rapport, de sensibiliser. On a beaucoup parlé de reconnaissance, de visibilité, d'informer la population générale, mais surtout les instances politiques et institutionnelles à reconnaître le travail parce que la bataille n'est pas gagnée ici non plus. Donc, et éventuellement, ben, un meilleur soutien financier. Donc, c'est d'aller à Québec, d'aller à Ottawa, puis de sonner l'alarme, puis de demander reconnaissance, puis éventuellement, c'est un soutien financier supplémentaire. Alors, Sénabou Sarr et Dorcas Joanita Akwete, je vais vous demander d'ouvrir vos caméras, s'il vous plaît, et vos micros, de rallumer tout ça. Pendant ce temps-là, j'invite les gens qui sont avec nous à vous poser des questions, si vous le souhaitez. Dorcas Joanita est encore penchée. Ben, elle est revenue. Elle est revenue. Jessica, il faut laisser le micro ouvert. Jessica nous a laissé avec cette démarche que les agricultrices vont petit à petit entreprendre pour faire valoir les résultats de ce sondage, pour faire valoir la parole des femmes auprès des organisations. Sénabou, dans votre côté, comment il chemine ce rapport dont vous avez parlé plus tôt? Est-ce que vous faites des représentations officielles? Est-ce que vous m'entendez, Sénabou Sarr? Peut-être pas. Alors, on enlève. Non, je pense que non. Alors, on va aller à Dorcas Joanita. Il faudrait enlever les écouteurs, mais je ne sais pas comment lui dire. Attendez, je vais utiliser un truc. C'est bon. Voilà, Je c'est pense que bon. c'est bon maintenant. Oui, oui, c'est bon. C'est C'est bon. bon Est-ce que vous maintenant, avez j'arrive. entendu ma question? Est-ce que vous avez entendu ma question? Vous pouvez Je répéter, voulais s'il vous savoir plaît. comment vous faites cheminer les résultats de ce rapport, de votre étude, de vos conclusions auprès des instances. Oui, pour les résultats, parce que vous savez que quand on doit convaincre pour que vraiment ce travail soit beaucoup plus valorisé, on a besoin quand même d'argumentaires solides. On a besoin quand même des chiffres. Hein? On a besoin de chiffres clés. On a besoin de cet argumentaire scientifique qui prouve que ce que les gens perdent en, en sous-estimant, en sous-évaluant ce travail de soins.
ce que nous sommes en train de faire, c'est de faire le partage au maximum. Si c'est de rendre toutes ces données-là disponibles et d'inviter quand même les gouvernements, les décideurs quand même à les utiliser. Donc, si c'est des rapports qui sont disséminés un peu partout pour que vraiment ça puisse quand même faire l'objet d'autres débats, pour que ça puisse quand même être un sujet à débattre et à mettre sur la table. Ça chemine. Dorcas Juanita Akwete, alors comment vous faites valoir tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure auprès de vos organisations paysannes et comment on fait en sorte que ça monte encore plus haut dans les instances? Alors, déjà, il faut remarquer que au Bénin, il y a dans nos lois qui dit que 30% des femmes doivent faire partie des instances de prise de décision. Et ce qui fait que nous sommes un peu plus représentés au niveau de la FENIAFAB dans le CEDES, dans le conseil départemental. Et là-bas, au moins, dans le CNOS, le CEDES et au plan communal, nous sommes représentés pour interagir en ce qui concerne l'agriculture, le secteur agricole. Donc, les femmes sont représentées, bien que on note que la participation de nos consoeurs n'est pas encore ce que nous recherchons. Et ici, il se serait intéressant de pouvoir parler en termes d'une formation pour les emmener à plus prendre la parole dans ces instances de prise de décision. C'est ce qui manque à ces femmes, de pouvoir dire ce qu'elles pensent réellement. Parce qu'il y a on n'a pas encore cette culture pour les femmes de pouvoir souvent prendre la parole dans un creuset Oui. où il y a beaucoup d'hommes et on se demande si ce que nous allons dire sera pertinent. Je ne parle pas de moi, je parle des femmes en général. Donc, il faudrait déjà qu'on puisse casser ces idées auprès de ces femmes pour qu'elles puissent quand même ne pas avoir peur de dire ce qu'elles pensent quand elles sont dans ces instances de prise de décision. Ce que nous Oui. faisons d'autre, c'est d'encourager la relève agricole. Et quand on regarde parmi ces instances de prise de décision où nous sommes représentés, il faut remarquer que les jeunes femmes qui sont dans ces instances de prise de décision sont également membres du Collège des jeunes agriculteurs du Bénin. Ce qui fait que au niveau du collège, on essaie de faire en sorte que les femmes qui se démarquent puissent quand même rapidement être mises en valeur. On essaie de valoriser ces jeunes femmes-là qui sont dans ces instances, que nous avons dans nos différents secteurs agricoles pour qu'elles puissent quand même prendre la place qu'il faut, pouvoir défendre la cause des femmes et des jeunes surtout au niveau de ces instances de prise de décision. Voilà un Qu'elle peu. porte la parole des femmes le plus loin, le Et plus longtemps possible. voilà, Jessica exactement. Senabou et peut-être Dorcas Joanita aussi, mais vous avez parlé toutes les deux de changement climatique, donc cette pression supplémentaire qui s'exerce maintenant sur toute l'agriculture, sur le monde, mais particulièrement sur les femmes. Comment, Senabou Sarr, est-ce que ça a surgi dans votre enquête? Oui, effectivement, le lien entre le travail de soins non rémunérés et les changements climatiques sont directs, surtout au niveau des zones rurales. Parce que lorsque les ressources naturelles deviennent beaucoup plus rares en raison des changements climatiques, ce sont les femmes qui doivent parcourir de longues distances hein, pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher du bois. Donc, vraiment, on peut dire que les changements climatiques augmentent la charge de travail de soins non rémunérés. Donc, c'est pourquoi il est essentiel d'intégrer cette dimension même au niveau des politiques relatives au changement climatique, aux stratégies de résilience. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Au Sénégal, quand il y a pénurie d'eau, c'est rare que vous voyez les hommes aller à la recherche de ce liquide précieux. Le plus souvent, ce sont les femmes qui en font quand même un souci au quotidien. Idem également quand il y a déforestation et qu'il n'y a pas quand même assez de bois pour faire la cuisson. Ce sont les femmes qui doivent aller au niveau de ces forêts-là
y faire des heures pour pouvoir collecter quand même du bois de chauffe. Donc, pour cette raison, on peut dire que, on peut dire que les changements climatiques aggravent le travail de soins que les femmes sont en train Ouais. d'effectuer au niveau des ménages. Et rendre les femmes encore plus, le statut des femmes encore plus précaire. Jessica? Exactement, exactement. Oui, mais je rejoins ce que mes collègues ont exprimé. Évidemment, le contexte bioclimatique est un peu différent au Québec, mais je veux dire, c'est un métier qui est à la merci de la nature. Donc, nous, si on allait au travail à chaque jour puis on devait prendre en compte la météo, ben, on aurait un stress de plus. Donc, encore, cet élément-là, c'est comme la goutte de trop, la couche de plus qui rajoute à cette charge mentale, à ce stress. On a parlé je veux dire, l'an passé, on a manqué d'eau. Donc, bien évidemment, souvent, on sait que c'est des femmes qui s'occupent des animaux. Donc, il y a tous ces éléments là, il y a aussi, ben, clairement, les stratégies de résilience, ici au Québec aussi, on en parle, du financement, aller chercher du financement justement pour trouver des nouvelles technologies. Maintenant, on commence avec l'IA. D'ailleurs, on a fait un exercice l'autre jour dans l'une de nos journées interrégionales. Donc, c'est des nouvelles réflexions auxquelles on doit y penser, puis les femmes font partie de la solution, voilà, et de l'enjeu. 30 secondes, si c'est possible, Dorcas, Joanita, 30 secondes, une minute sur cette question des changements climatiques et les femmes. Après, on va aller faire un tour avec Marion Provencher-Langlois, qui va résumer un peu ce qu'on a trouvé dans la zone de chat au long de ce panel. Je Changement climatique, rejoins, c'est un point supplémentaire sur oui, les je femmes? rejoins parfaitement, oui, je Oui. rejoins parfaitement ce que mes prédécesseurs ont dit. Et le changement climatique ne touche pas seulement les cultures et les animaux, il touche aussi directement le temps que les femmes mettent pour faire toutes leurs activités ménagères, également l'énergie et même la santé des femmes. Et il faut dire que déjà, quand on prend simplement dans les exploitations agricoles où les terres que les femmes cultivent sont déjà euh, et moins fertiles que la norme, elles sont obligées de faire encore plus d'efforts dans ces périodes, en temps de période de sécheresse ou de perturbations climatiques. Elles sont obligées de redoubler d'efforts pour pouvoir être au même niveau et pouvoir subvenir aux besoins, de développer de nouvelles sources de revenus pour pouvoir prendre soin de la famille et de parcourir des kilomètres encore plus pour pouvoir faire le travail qu'elles avaient l'habitude de faire. C'est-à-dire la distance augmente Oui. de deux fois plus, le travail augmente plus. Donc, si on veut vraiment lutter contre les effets du changement climatique, il est essentiel qu'on puisse penser au rôle des femmes, pas simplement aux activités génératrices, mais même à elles-mêmes, à leur santé, euh, à leur prise en charge, parce que On elles les sont fragilise des davantage. Oui. victimes Marion, de ce changement c'est ça. climatique. Marion Provencher-Langlois, s'il vous plaît, la caméra, le micro, pour nous résumer un peu les réponses à cette question dans votre quotidien, quel travail invisible accompli par des femmes est le plus souvent tenu pour acquis, sans reconnaissance ni rémunération. Et là, je veux simplement dire aussi à Véronique Guisier, présidente des agricultrices du Québec, qu'elle va nous retrouver par la suite pour émettre ses commentaires à la suite de ce qu'elle vient d'entendre. Marion. Oui, parfait. Merci beaucoup, Hélène. Puis merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont commenté dans le chat. Donc, énormément de réponses que je classerais en trois grandes catégories. La première, c'est ce que je vais appeler l'économie des soins. Donc, c'est tout ce qui est les soins à la famille, les soins aux enfants, les soins aux parents, la proche aidance. Ça inclut aussi toutes les tâches ménagères, donc l'exécution, là, la cuisine, le nettoyage, la lessive, toute l'économie des soins autour du foyer. La deuxième grande catégorie de réponses, je vais l'appeler la charge mentale. Là, on est vraiment dans toute la planification autour du fonctionnement du foyer, la gestion, la planification des repas, l'administration de la maison, la comptabilité, le budget au quotidien, les rendez-vous chez les médecins, donc toute la charge mentale. Et la dernière que j'ai trouvée vraiment très intéressante, qui a été soulignée par plusieurs personnes, la troisième catégorie, je vais l'appeler la charge émotionnelle. Tout le travail Oh, émotionnel que les femmes portent dans leur famille, l'écoute, l'éducation, la passation, le partage des connaissances, des expériences aux enfants, aux proches, aux hommes dans leur vie. Donc ça, c'est un peu pour faire un résumé des réponses à la question qu'on avait posée plus tôt. Merci beaucoup, Marion. Véronique Guisier, quelque part au Canada anglais, à Calgary, pour
une rencontre internationale sur les femmes, justement, les femmes et l'agriculture. Alors, Véronique, si vous voulez, allumez votre micro et votre caméra, qu'on vous voit à l'écran. Bonjour. Alors, vous Bonjour avez tout le entendu tout monde. ça, hein? Je suis Véronique est présidente des agricultrices du Québec, donc on puis, veut recueillir vos commentaires. puis il y a Catherine avec moi, Bonjour, Catherine. la directrice Oui. générale. Donc voilà, nous sommes à Calgary là. Je voulais remercier avant Hélène, Dorcas Joanita, Sénabou, puis bien sûr Jessica. Je vais essayer de ne pas faire des doublons par rapport à tout ce que Jessica a dit par rapport aux agricultrices du Québec. Donc, je voudrais dire que le travail invisible, c'est une de nos priorités essentielles aux ACU. Il est temps de mettre en lumière tout le travail des femmes en agriculture. Comme disait tout à l'heure Dorcas, Joanita, nous aussi, le manque de halte garderie en milieux ruraux engendre l'augmentation du travail invisible. Comme disait Jessica, on est en train d'extraire et d'analyser des données après une année de récolte de notre fameux outil de travail. J'ai vu dans des petites questions, dans des petits commentaires, des gens parler pour les hommes, mais notre outil de travail, il faut le rappeler, notre outil de calcul est ouvert aussi aux hommes. Malheureusement, pour l'instant, on n'a eu que 50 agriculteurs qui ont répondu à l'outil de calcul, donc c'est difficile de donner des résultats. Mais par rapport déjà aux données qu'on a eues, je crois que je ne l'ai pas entendu, on a 46 heures de travail non rémunéré ou peu rémunéré par semaine. Donc, c'est quand même énorme, ce qui représente à peu près 45 500 dollars donc de manque de rémunération. N'hésitez pas à aller sur le agricultrice.com où vous avez le fameux outil de calcul et puis dites à vos maris de le remplir aussi. On a envie que cet outil de calcul soit bien genré. Et puis, que dire, 2026, c'est l'année internationale des agricultrices. Donc, je pense que c'est une année où on va nous mettre en lumière. Je vous dirais qu'avec Catherine, là, ça fait 2 mois. J'ai l'impression qu'on a fait 6 mois. Même les gouvernements là nous parlent. On a rencontré la ministre Femmes Égalité des genres avec Catherine et on lui a parlé de ce fameux travail invisible en agriculture. Et elle était étonnée de nos premiers résultats. Donc, plus on va avoir de résultats, plus on va pouvoir aller voir les gouvernements. C'est un petit peu ce que Sénabou et Dorcas Joanita ont dit. C'est avec des chiffres concrets qu'on peut faire des demandes. Donc, on va souligner la place de la femme, on va leur contribution, et puis ça, on le veut tout au long de l'année, puis que ça se poursuive les autres années. Je vous dirais que là, à Calgary, il y avait une agricultrice du Ghana qui est venue pour l'année internationale des agricultrices, et elle disait aussi les mêmes choses que disait Dorcas et puis Sénabou. Par contre, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est vrai que quand on parle de l'Afrique, tout de suite, quand on parle de l'agriculture, on parle de la femme. Je dirais qu'au Québec, si on parle de l'agriculture, on parle de l'homme. Même sans le mot travail invisible, on voit que malgré tout, l'agriculture est toujours en Afrique associée à la femme agricultrice. Donc, il va falloir qu'au Québec, l'agriculture québécoise soit aussi associée aux agricultrices du Québec. Et au travail qu'elles effectuent. Véronique Guisier, merci d'avoir pris ces quelques minutes, cette heure pour être avec nous aujourd'hui. Je sais C'est que ces très journées-là apprécié. sont toujours très chargées. À une prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Jessica Élie Léonard, des agricultrices du Québec. Sénabou Sarr, d'ONU Femmes à Dakar, au Sénégal. Dorcas Joanita à Kouété, au Bénin. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'excuse auprès des gens qui
ont posé des questions dans le chat parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à vos questions, mais par contre, on les retient, on garde tout ça et ça peut nous inspirer pour d'éventuels autres panels. Alors, c'est un début pour UPADI avec l'Année internationale des agricultrices et ce n'est pas la fin. Dorcas Joanita, est-ce que tu peux rallumer ta caméra, s'il te plaît, ouvrir ta caméra, ton micro, qu'on puisse te saluer correctement? Il nous reste à peine 1 minute. Alors, je vous souhaite le meilleur et je souhaite aussi que vous ayez l'occasion, les moyens de porter ce message le plus loin possible, qu'on vous écoute. Et merci à toutes les personnes qui étaient derrière l'organisation de tout ça. Brigitte Savard, Marion Provencher-Langlois. Une excellente journée, belle année des agricultrices et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, bye Merci, au bye. revoir. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.